Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus pour la suite de mes mémoires. Oui, jeune fille. Mais non, je ne fais pas de l'œil à votre papa. Ça n'est pas parce que dans ma jeunesse j'avais le derrière un poil calorifère que je vais tenter de séduire n'importe quel chien coiffé. Et puis Archibald me satisfait tout à fait. Et vous, monsieur, vous feriez mieux d'éduquer votre jeune morveuse. Revenons à mes mémoires. Une fois la discussion entre Achille et moi passée, je fus certes soulagée, mais tout de même très rapidement inquiète sur la suite des événements. J'étais donc enceinte de 2 mois et demi, et maintenant que je l'avais annoncé à Achille, je ne pouvais plus le cacher à ma famille. Mais à l'époque, ne pas avoir de père pour son enfant était une honte suprême, et le statut de fille-mère vous mettait au banc de la société. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je n'avais pas cherché à revoir Max. Eh bien, pour tout vous dire, j'avais espéré depuis le premier jour qu'il viendrait me chercher tel un chevalier blanc sur son fier destrier pour annoncer à tous notre amour et qu'il m'emmènerait pour un tour du monde au cours duquel notre passion ne ferait que croître, l'essence étant, c'est bien connu, plus enfiévrée sous les cocotiers. Mais à la place des cocotiers, j'étais toujours à l'attendre sous mon pommier, avec mon ventre qui s'arrondissait et trop fier pour lui envoyer une lettre l'informant de mon état. Car je me disais que si son amour pour moi était à la hauteur du mien, il serait déjà là depuis belle lurette, et qu'il aurait cherché par tous les moyens à me retrouver, même si j'avais pris la fuite après notre nuit d'amour. Dans la soirée qui suivit mon tête-à-tête avec Achille, ma mère et mes grands-parents s'étonnèrent qu'ils ne viennent pas dîner au château, pour enfin refixer ce mariage que tous attendaient. J'hésitais à prétexter une migraine pour repousser le moment tant redouté, mais je me dis que ce serait reculer pour mieux sauter. Je pris donc mon courage à deux mains pour tout leur déballer, et j'espérais, de façon très mesquine, je dois dire, atténuer le poids de ma faute en racontant que le parfait Achille ne l'était finalement pas tant que ça et qu'il s'était lui aussi très mal conduit. Ça ne loupa pas. Ma grand-mère Épiphanie nous ressortit sa mère nymphomane et pleura tous ses grands dieux en disant que c'était une calamité, que voilà où le feu aux fesses menait, que nous serions la risée du village et de leurs amis et blablabla. Sidonie, qui venait d'apporter la soupe au cresson, ne se priva pas de dire qu'elle savait que Mamselle Zénaïde avait un polichinelle dans le tiroir. Sinon, elle n'aurait jamais boudé, sa crème anglaise. Hippolyte, qui servait le Bordeaux, eut une moue dégoûtée, et Marie-Antoinette, qui dînait avec nous, se mit à pleurer en disant que c'était trop triste que ses mamelles soient taries, je cite, sinon elle lui aurait bien donné le sein à ce loupio. Une fois que toutes ces jérémiades se calmèrent un peu, j'attendis avec angoisse la réaction de ma mère, mais surtout celle de mon grand-père, qui, en tant que chef de famille, devait veiller à la réputation de cette dernière. Maman le laissa d'ailleurs faire lorsqu'il recula sa chaise pour prendre la parole. Il me demanda si le père était au courant, mais je lui répondis que non, car il n'avait pas cherché à me retrouver, et que probablement pour lui, je n'avais été qu'une passade d'un soir. Il me dit que nous avions 2 solutions, si toutefois Achille n'avait pas encore révélé mon secret. La première, m'éloigner du village en prétextant une année d'études à l'étranger et en réalité aller en Suisse dans un établissement spécialisé qui suivrait ma grossesse et ferait adopter mon bébé. À cette idée, je défaillis, tant j'étais déjà folle du petit être qui se développait en moi depuis 2 mois et demi, et je vis ma mère pâlir aussi et demander hâtivement quelle était la seconde solution. La seconde solution, me dit mon grand-père, serait qu'Achille, s'il lui restait un peu d'honneur et, à condition qu'il n'ait pas encore déshonoré Marguerite en dehors de baisers volés, endosse la paternité et m'épouse comme prévu. Marguerite étant suffisamment jolie et coquette pour se trouver à Paris un prétendant plus fortuné et plus titré qu'Achille. Donc, j'avais le choix entre abandonner mon bébé et porter le poids du regret et de la culpabilité toute ma vie, ou me marier à un homme que je n'aimais plus, qui en aimait une autre et qui, lui, porterait le poids du regret et de la culpabilité toute sa vie. Je tournai un regard de chien battu vers ma mère qui me fit un signe d'impuissance car hélas, elle n'avait pas d'autre solution à me proposer. Laisser mon bébé à l'adoption n'était même pas envisageable pour moi. Et je me résolus donc à accepter la proposition de mon grand-père de prendre Achille comme mari, si toutefois ce dernier acceptait. Je n'osais réfléchir aux bases sur lesquelles notre couple partait dans la vie et aux secrets que nous ferions peser sur les épaules de mon pauvre enfant. Le lendemain matin, mon grand-père convoqua Achille et invita le père de Marguerite, qui lui ne se doutait de rien. Ils restèrent enfermés dans le grand salon pendant 2 heures. Achille en sortit avec la tête d'un condamné à mort. Le père de Marguerite avec la tête de celui qui rêve de fusiller le condamné à mort, et mon grand-père avec la tête d'un juge de paix qui vient de prendre une décision incontournable, mais bonne pour personne. Lorsqu'elle apprit la nouvelle, Marguerite fit une crise d'hystérie exceptionnelle, jurant qu'elle ne laisserait jamais partir son bien-aimé pour une traînée, oubliant quelques détails de son comportement avec Achille pendant que son fiancé était au front. Mais maintenant que la décision était prise, si l'on voulait que le secret reste circonscrit aux seuls qui savaient la vérité,
Il fallait faire ce mariage, et vite, comme prévu. Or, l'épidémie de grippe espagnole qui avait frappé si durement notre village avait emporté le maire et aussi notre vieux curé. Les mariages étaient donc tous retardés et l'on prévoyait l'arrivée d'un nouveau curé seulement le mois prochain. Quant au maire, il fallait organiser une élection en urgence car son adjoint était nonagénaire et ne pensait pas avoir la force d'assurer l'intérim. Bref, heureusement que je ne prenais guère de poids pendant ma grossesse, mais je me demandais tout de même qui croirait que j'arrivais à l'hôtel dans un état de virginité éclatante avec le petit ballon gonflant ma jolie robe blanche. Nous avions fait le serment, tous au château, ainsi qu'Achille, Marguerite et son père, de ne parler à personne de notre arrangement. De toute façon, personne à part nous n'était au courant des relations entre Achille et Marguerite, et personne à part la mère supérieure ne savait rien de ma nuit avec Max. Nous devions donc jouer la comédie permanente du bonheur, ce qui était épuisant. Marguerite était rentrée à Paris, Achille errait comme une âme en peine, et moi, je me morfondais. J'avais très peu vu Claudine pendant cette période. D'abord à cause de la réclusion forcée due à la grippe espagnole, puis après le décès de Louis, car elle était tellement occupée à soulager sa mère désespérée, avec les enfants et la maison à faire tourner. À elle non plus, nous avions décidé de ne pas avouer la vérité, trop honteux que nous étions, Achille et moi, de notre comportement. Mais lorsqu'enfin un jour, nous eûmes l'occasion, elle et moi, de nous retrouver en tête-à-tête pour la première fois, et qu'innocemment, la pauvre, me dit qu'elle n'avait qu'une hâte, c'était de pouvoir jouer son rôle de Tati Gâteau avec notre enfant, je ne parvins pas à me contenir, et je crois que toutes les larmes que je n'avais pas versées avant jaillirent d'un coup sans pouvoir s'arrêter. Enfin, après plusieurs tentatives de sa part pour comprendre la raison de cette inondation, je finis par me calmer et par lui dire la vérité. Toute la vérité. Depuis le premier regard avec Max, jusqu'à la décision prise par mon grand-père que nous subissions tous avec désespoir. Claudine était tellement sous le choc qu'elle ne dit pas un mot, se leva et partit sans se retourner. Et le lendemain matin, Achille me dit qu'elle était sortie à l'aube de la maison avec une valise, sans explication, mais en lui jetant un regard noir. Claudine, si droite, si entière, si dévouée aux autres, venait d'être trahie par les deux êtres qu'elle aimait le plus au monde, son frère et sa meilleure amie. Je m'en voulais au plus haut point, et durant les 2 semaines qui suivirent, je ne fis que broyer du noir en imaginant ce que serait mon avenir. Les premiers jours de mars arrivèrent, et avec eux, un nouveau curé et un maire intérimaire parachutés du village voisin. Il n'y avait donc plus d'obstacle à notre mariage, prévu le 10 mars 1919. Achille et moi nous voyions régulièrement, comme de bons camarades, prêts à s'associer, quelle horreur, et tout le reste du village et de la famille d'Achille se réjouissait déjà de ce beau mariage, même si les fiancés se faisaient très discrets. 2 jours avant la cérémonie, il faisait un soleil éclatant. J'étais épuisée après 1 heure d'essayage, enfin plutôt de retouche, pour ma robe de mariée. La couturière disant poliment que j'avais pris un peu de poids, ce qui était normal après les restrictions de la guerre. Enfin, je savais qu'elle n'en pensait pas moins. Lorsqu'enfin je fus libérée de la robe somptueuse que je porterais, hélas, sans aucune joie, je décidai une fois de plus de retourner sous mon pommier, car, même s'il était lié à l'explication avec Achille, c'était avant tout l'arbre protecteur de mon enfance. Je m'allongeai sur l'herbe, sous les branches, et je commençai à m'assoupir, laissant ma tristesse et ma lassitude se réchauffer au soleil. Mais là encore, même le soleil se jouait de moi, puisque je sentis un nuage me le cacher complètement, ce qui me rendit furieuse, au point de me faire lever la tête en jurant et d'ouvrir les yeux pour voir où était ce foutu nuage. Mais ce n'était pas un nuage. Ou alors, un nuage aux yeux verts, souriant de toutes ses dents et m'attrapant pour me soulever du sol et me faire voler dans les airs. Je crus un moment que je m'étais endormie, que je rêvais, mais le baiser qu'il me donna me fit vite comprendre que ce n'était pas un rêve, ou plutôt si, celui que j'avais fait toutes les nuits depuis celle que nous avions passée ensemble. Max. Il était là, à m'étouffer dans ses bras, et quand je reculai un peu pour reprendre mon souffle et le regarder, j'aperçus Claudine, ma Claudine, qui me regardait en souriant. Elle était allée jusqu'en Angleterre pour me le ramener. Et après de nouvelles embrassades, ils m'expliquèrent tous les deux ce qui s'était passé et pourquoi ils n'étaient pas venus me retrouver avant. Lorsque j'avais quitté la pension au petit jour, Max n'avait pas compris. Et il était allé trouver Claudine pour lui demander où j'étais. Claudine, qui ne savait rien de mon amour pour lui et qui défendait jalousement son frère, l'avait franchement envoyé paître, en lui disant que je devais rentrer chez moi pour préparer mon mariage et que j'avais dû prendre un train plus tôt que prévu le matin même, tant j'étais impatiente de retrouver mon fiancé. Max, désespéré, avait couru voir la mère supérieure pour lui avouer son amour pour moi et la faute que nous avions commise la nuit précédente, faute qui, à ses yeux, n'en était pas une, puisque nous nous aimions et qu'il voulait faire sa vie avec moi. Mais la mère supérieure, qui m'avait vu partir à l'aube,
en avait conclu que mon choix était celui d'épouser mon fiancé et de ne rien changer à ce qui était décidé, malgré cette regrettable erreur. Elle avait longuement parlé à Max et l'avait convaincu de me laisser à la vie que j'avais choisie et de m'oublier en trouvant bien vite la femme qui lui était vraiment destinée. Je ne sais pas avec lequel de ses yeux elle l'avait regardé, mais douceur ou fermeté, elle l'avait sacrément convaincu qu'il n'était qu'une erreur de jeunesse pour moi, due à l'enthousiasme et la frénésie de la fin de la guerre qui avait tourné la tête à tout le monde. Max, au comble du désespoir, mais persuadé que les sentiments qu'il avait pour moi n'étaient pas partagés, était rentré au haras de son père. Ce dernier avait contracté la grippe espagnole et s'en était sorti de justesse. Mais Max avait dû reprendre en main toute la gestion du domaine et racheter des chevaux pour remonter une écurie digne de ce nom, après que la guerre ait utilisé tant de bêtes pour besogner aux côtés des hommes. Une fois à peu près rétabli, son père avait envoyé Max en Angleterre pour tester et acheter plusieurs pur-sang qui devaient faire refleurir le prestige du haras. Et c'est dans la campagne anglaise que Claudine, après avoir mis en marche son réseau encore très efficace, avait retrouvé Max et lui avait débité toute l'histoire, obligée qu'elle était de grimper sur un escabeau car Max était sur un étalon gigantesque. Claudine, dans son immense générosité, une fois qu'elle eut compris que le cœur de son frère et le mien ne battaient pas à l'unisson, n'eut de cesse de réparer la séparation entre Max et moi dont elle pensait être en partie responsable. Les jours qui suivirent l'arrivée de Max, le village connut une agitation et un chamboulement ahurissant. En effet, dès que ma mère comprit que Max m'aimait, elle alla voir mon grand-père et convoqua à son tour Achille et le père de Marguerite en leur disant que cette fois-ci c'était elle qui décidait et que par conséquent, j'allais épouser Max, Achille allait épouser Marguerite, que nous ferions les 2 mariages la semaine suivante comme prévu et que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en disant ça, elle fit un petit clin d'œil au ciel en disant et nous fîmes exactement ce qu'elle avait prévu. Devant des villageois médusés, un nouveau curé un peu déstabilisé par son premier double mariage dans cette drôle de paroisse, et les bonnes sœurs du couvent de la Grande Flagellation invitées pour la circonstance et totalement aux anges dans tous les sens du terme, Achille épousa une Marguerite rapatriée en vitesse de Paris, magnifique dans sa robe de satin blanc et sans doute un peu dépassée par les événements, et j'épousai Max, mon preux-chevalier, qui m'amena à l'église sur son fier destrier. 5 mois après, je donnai naissance à une petite fille aussi belle que ma mère et que je prénommai Flora, en mémoire de Florestan, mon père bien-aimé. Ce jour-là, depuis la chambre du château où je venais de mettre au monde ma petite princesse, je vis un arc-en-ciel splendide et irisé qui semblait veiller sur nous. Cela ressemble à une fin de conte de fées, et pourtant, ce n'était que le début de ma vie incroyable et tumultueuse. Oui, Archie ? Oui, vous m'avez déjà dit que j'étais le soleil de vos jours et la lune de vos nuits. Et que vous dégusteriez bien un petit morceau de cette lune. J'arrive, Archie. C'est cette histoire avec Max, ça l'horripile. Il veut absolument prouver que lui aussi est un magnifique étalon. Alors j'y vais. À très vite pour la suite de mes aventures. Au revoir, au revoir.